Personne ne sait où il est. Ni l'AIEA, ni Washington, ni Moscou. Des centaines de kilos d'uranium iranien enrichi à 90%, le niveau exact pour fabriquer une bombe nucléaire, ont disparu dans les bombardements de 2025. Et aujourd'hui, on vous demande de croire qu'un accord de paix est en train de se construire sur cette bombe, qu'on ne retrouve pas. Je suis le correspondant Robert. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi les 60 prochains jours sont peut-être les plus dangereux de cette décennie. Où en est-on exactement aujourd'hui? Remontons le fil rapidement, parce que les choses bougent vite. Il y a un an, en juin 2025, Israël frappait les sites nucléaires iraniens de Natanz, Fordo et Ispahan. Les États-Unis rejoignaient les frappes quelques mois plus tard avec l'opération Midnight Hammer. L'Iran expulsait les inspecteurs de l'AIEA, et le monde retenait son souffle. Puis, il y a 10 jours, le 14 juin, un accord de paix était annoncé en catastrophe après une frappe israélienne sur Beyrouth qui avait failli tout faire dérailler. Le détroit d'Ormuz rouvrait. Un protocole d'accord était signé. Et vendredi dernier, le 19 juin, les négociations techniques démarraient au Bürgenstock en Suisse, avec la présence du vice-président américain J.D. Vance, des délégations iraniennes, pakistanaises et qataries. Et voilà ce que Vance a annoncé hier, lundi 22 juin, depuis la Suisse. Premièrement, l'Iran a selon lui accepté d'inviter à nouveau des inspecteurs de l'AIEA sur son territoire, ce qu'il a qualifié d'étape majeure et de premier pas vers l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire iranien. Deuxièmement, les États-Unis et l'Iran vont instaurer une ligne de communication destinée à prévenir les incidents et malentendus, avec l'objectif d'assurer un passage sûr pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Troisièmement, Washington suspend ses sanctions sur le pétrole iranien. Ça, c'est la bonne nouvelle, et elle est réelle. Mais voilà maintenant la mauvaise, celle que les grands médias mentionnent en passant sans s'y arrêter vraiment. L'Iran n'a pas confirmé ces informations dans l'immédiat. Pas confirmé. Le pays dont on parle. Le pays censé accepter les inspecteurs. Il n'a pas confirmé. Et ce n'est pas le seul problème. Le trou noir. Où est l'uranium? Voilà la question que le correspondant Robert veut vous poser aujourd'hui. Et c'est celle que personne ne formule assez clairement. Avant les frappes de 2025, l'Iran détenait, selon le dernier rapport de l'AIEA de septembre 2024, plus de 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Et une partie avait déjà été portée à 90%, le niveau militaire. Aujourd'hui, après les bombardements de Natanz, Fordo et Ispahan, personne ne sait où se trouvent tous ces stocks, après les campagnes successives de bombardements israélo-américains. Les inspecteurs de l'AIEA ont été expulsés en 2025. Depuis les frappes israélo-américaines et l'expulsion des inspecteurs, à l'été 2025, l'opacité la plus totale entoure les stocks d'uranium et les installations. Et les États-Unis eux-mêmes, qui ont conduit ces frappes, déclarent avoir entièrement détruit le programme iranien. Mais comme le note France Info, c'est une affirmation qui reste à vérifier. Réfléchissez à ce que ça signifie concrètement. On a bombardé des sites nucléaires. On espère avoir détruit les stocks d'uranium. Mais on ne peut pas le vérifier, parce que les inspecteurs ont été chassés. Et maintenant, on construit un accord de paix. Un accord censé garantir la dénucléarisation de l'Iran sur cette base d'incertitude totale. C'est comme signer un accord de désarmement avec quelqu'un dont on ne sait pas combien d'armes il possède encore. Et ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement la situation. Il y a 2 scénarios possibles pour ces stocks disparus. Scénario A. Les bombardements ont effectivement détruit ou dispersé l'essentiel des stocks d'uranium enrichi. Les installations sont inutilisables pour des années. Le programme est paralysé. Et les inspecteurs qui vont revenir vont confirmer cette destruction. Scénario B. Une partie des stocks a été déplacée avant ou pendant les frappes, cachée dans des sites inconnus, peut-être souterrains, peut-être dispersés dans le pays. L'Iran maintient une capacité nucléaire résiduelle dont personne ne connaît l'ampleur exacte. Quel scénario est le bon? La vérité honnête, on ne sait pas. Et c'est précisément pour répondre à cette question que le retour des inspecteurs de l'AIEA est absolument crucial.
l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran ont conclu un accord ouvrant la voie à la reprise des inspections dans les sites nucléaires du pays. Suspendues depuis le début de l'été, après une série de frappes israéliennes et américaines contre plusieurs installations, elles sont jugées cruciales pour la suite. Mais, et c'est le point clé, cet accord sur les inspections est fragile, politique, révocable. Le compte à rebours de 60 jours, qu'est-ce qui se joue vraiment? Vance a lancé ce qu'il appelle le chrono, un compte à rebours de 60 jours pour aboutir à un accord final entre les États-Unis et l'Iran. 60 jours, renouvelables. Mais qu'est-ce qui doit être réglé dans ces 60 jours? Voilà ce que les médias ne détaillent pas suffisamment. Premier dossier, et le plus urgent, la vérification nucléaire. Les inspecteurs de l'AIEA doivent retourner sur les sites frappés, cartographier ce qui reste, évaluer les stocks d'uranium, confirmer ou infirmer que le programme militaire est effectivement paralysé. Cette résolution réclamait également le retour des inspections. Il faut attendre que toutes les pièces du puzzle s'assemblent, souligne Thierry Coville, pour qui la suite logique, c'est tout de même que l'AIEA soit chargée des vérifications, comme lors de l'accord de 2015. Mais voilà le problème pratique immédiat. L'Iran nourrit un grand ressentiment contre Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, après les protestations très timides de l'agence contre les attaques israélo-américaines. La diplomatie iranienne reproche également à l'AIEA d'avoir adopté, le 12 juin 2025, une résolution accusant l'Iran de non-respect de ses obligations nucléaires. Autrement dit, l'Iran et l'AIEA se font confiance comme deux voisins après un procès. Il va falloir reconstruire cette relation, vite, sur des bases solides, dans 60 jours. Deuxième dossier, le détroit d'Ormuz et les frais de service. Voilà un détail que j'ai trouvé dans les dépêches de ce matin et qui mérite toute votre attention. L'équipe de négociateurs iraniens est attendue à Oman, notamment pour parler de la gestion du détroit d'Ormuz, Téhéran ayant évoqué la possible mise en place de frais de service pour les navires voulant y transiter. Des frais. Sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. L'Iran est en train de proposer de transformer le passage obligatoire de l'économie mondiale en une autoroute à péage dont il serait le percepteur. Si c'est accepté, c'est un changement de paradigme économique mondial. Si c'est refusé, c'est un point de friction supplémentaire dans des négociations déjà extrêmement tendues. Troisième dossier, le Liban et Israël. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a prévenu que son armée resterait dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Et Vance, lui, a dit vouloir une situation dans laquelle la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban sont protégées, comme la sécurité d'Israël. Ces deux positions sont-elles compatibles? C'est une autre question ouverte que les 60 jours devront résoudre. Et maintenant, avant de continuer, je veux vous poser une question directe. D'après vous, est-ce que l'Iran va vraiment accepter que les inspecteurs de l'AIEA visitent tous ces sites, y compris ceux qui ont été bombardés? Répondez dans les commentaires. A pour oui, B pour non, C pour accord de façade qui masque un programme caché. Je lis tous vos commentaires et je vous réponds. Pourquoi ça coince? Les trois fractures internes. Pour comprendre pourquoi ces 60 jours sont si périlleux, il faut comprendre quelque chose que les analyses superficielles ignorent complètement. Ce conflit n'oppose pas juste l'Iran aux États-Unis. Il oppose aussi des factions à l'intérieur de chaque camp. Côté iranien, la fracture entre pragmatique et dur. Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, représente une ligne pragmatique, celle qui accepte de négocier pour obtenir la levée des sanctions et permettre à l'économie iranienne de respirer. C'est lui qui était au Bürgenstock la semaine dernière. Mais les gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, représentent une ligne dure. Pour eux, accepter le retour des inspecteurs de l'AIEA sur les sites bombardés, c'est accepter une humiliation nationale. C'est ouvrir les portes à des étrangers qui vont constater les dégâts et confirmer la destruction partielle du programme qui était leur fierté. Et quelques jours après le bombardement américain, le 21 juin, de 3 installations iraniennes, le Parlement du pays avait adopté une loi limitant sa coopération avec l'AIEA, faisant ainsi planer la menace d'une rupture complète des obligations de Téhéran. Cette loi existe toujours, elle n'a pas été abrogée. Pour que les inspecteurs reviennent, le Parlement iranien devra soit l'abroger, soit l'ignorer officiellement. C'est un obstacle politique interne considérable. Côté américain, la fracture entre Trump et Netanyahou.
Trump veut un accord. Il l'a dit, répété, martelé. Il a même grondé publiquement Netanyahou après la frappe sur Beyrouth le 14 juin. Mais Netanyahou, lui, a une position constante. Israël restera dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Et Israël continuera de frapper toute infrastructure du Hezbollah qui représente une menace. Chaque frappe israélienne sur le Liban pendant ces 60 jours est une bombe à retardement sous la table des négociations. Côté négociations, la fracture sur les sanctions. Washington lève ses sanctions sur le pétrole, c'est annoncé. Mais Vance a aussi promis que les États-Unis s'assureraient qu'un éventuel déblocage d'avoirs iraniens ne servirait pas à financer le terrorisme. Ce qui signifie que la levée des sanctions sera progressive, conditionnelle, surveillée, pas immédiate et totale comme l'Iran le voudrait. Et l'Iran, lui, dit exactement l'inverse. Lever d'abord les sanctions, on verra ensuite pour les inspecteurs. Ces deux positions sont contradictoires, et les 60 jours devront trouver une séquence qui satisfasse les deux parties. Ce que tout ça signifie pour vous. Maintenant, parlons de vous, de votre quotidien, de pourquoi cette négociation technique en Suisse vous concerne directement où que vous soyez. Le pétrole et vos prix. Washington vient de suspendre ses sanctions sur le pétrole iranien, ce qui signifie que l'Iran peut à nouveau vendre son pétrole librement sur les marchés mondiaux, des millions de barils supplémentaires qui vont arriver sur un marché déjà sous pression. En théorie, plus d'offres signifie des prix qui baissent, ce qui signifie, à terme, moins d'inflation importée pour les pays africains qui dépendent des importations pétrolières. Mais, et c'est le mais crucial, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz s'est pourtant poursuivi lundi à un rythme plus soutenu qu'avant l'accord, selon des plateformes de suivi maritime. Ce qui confirme que le détroit fonctionne. Mais si les négociations sur les frais de service iraniens aboutissent, ce sera un coût supplémentaire sur chaque baril. Le monde est interconnecté. Ces détails techniques en Suisse se retrouvent dans vos factures d'électricité et vos prix à la pompe. L'Ebola au Bundi Bugyo. Et il y a un sujet que le correspondant Robert veut absolument mentionner ici, parce que personne n'en parle suffisamment. En marge du G7 d'Evian, les leaders ont adopté un appel pour une réponse coordonnée à l'épidémie Ebola de Bundi Bugyo. Pendant que le monde est concentré sur l'uranium iranien et le détroit d'Ormuz, une épidémie de la souche Bundi Bugyo d'Ebola progresse en Ouganda. Une souche qui a un taux de létalité d'environ 25%, en Afrique centrale, loin des caméras. Et la leçon de l'histoire est simple. Quand le monde est absorbé par une crise géopolitique majeure, comme c'est le cas aujourd'hui, les crises sanitaires africaines passent au second plan. Les promesses du G7 restent des promesses. Et les systèmes de santé locaux font face seuls. C'est la réalité de notre monde en 2026. Si ce type d'analyse vous aide à comprendre le monde réellement, pas les titres, pas les slogans, mais les mécanismes profonds, c'est exactement ce que le correspondant Robert fait chaque semaine. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Chaque nouvelle vidéo analyse une actualité brûlante avec ce niveau de profondeur. Le verdict. Cela va-t-il marcher? Voilà ma lecture honnête de la situation. En 3 points. Premier point. L'accord est réel mais fragile. Ce n'est pas un accord de façade. Il y a de vrais intérêts convergents des deux côtés. L'Iran a besoin que les sanctions soient levées. Son économie est exsangue après des années de pression et des mois de guerre. Les États-Unis ont besoin d'un accord pour stabiliser les prix du pétrole et dégager leur attention vers la Chine dans le Pacifique. Ces intérêts réels sont la vraie colle de cet accord, pas la confiance mutuelle. Il n'y en a pas, les intérêts. Deuxième point, la question nucléaire reste ouverte. Les questions liées au nucléaire devront être traitées de manière adéquate dans un accord final. Mais les discussions préliminaires n'ont pas permis d'aboutir à des avancées concrètes, ce qui signifie concrètement le plus difficile reste à faire. La question des stocks d'uranium disparus, la question des nouvelles limites d'enrichissement, la question des garanties de vérification. Rien de tout ça n'est résolu. L'accord de Genève est un protocole d'intention. Les 60 jours qui suivent doivent le transformer en traité concret. Troisième point. Un incident peut tout faire exploser. Nous l'avons vu le 14 juin avec la frappe sur Beyrouth. Un seul incident militaire, au mauvais moment, peut remettre en question des mois de diplomatie. Dans les 60 jours qui viennent, chaque frappe israélienne au Liban, chaque saisie de navires iraniens dans le Golfe, chaque déclaration agressive d'un garde de la Révolution ou d'un parlementaire iranien de la ligne dure, tout ça est une menace potentielle sur cet accord. La paix au Moyen-Orient, en ce moment, tient au silence de ceux qui voudraient faire exploser la table des négociations. Et ce silence, personne ne peut le garantir. 60 jours.
C'est le temps qu'on s'est donné pour savoir si ce qui a démarré à Genève peut devenir une vraie paix. Ou si tout ça s'effondre, encore une fois. Les stocks d'uranium disparus. Les inspecteurs pas encore confirmés par Téhéran, Israël qui reste au Liban, l'Iran qui parle de péage sur Hormuz, les sanctions levées mais conditionnelles. Rien n'est simple, rien n'est gagné. Mais tout est psil.e, le correspondant Robert sera là à chaque étape pour vous décrypter ce que les grands médias vous disent et ce qu'ils ne vous disent pas. Dites-moi dans les commentaires, scénario A, B ou C, est-ce que l'Iran va vraiment ouvrir ses sites aux inspecteurs? Je lis tout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit que la guerre est finie parce que les journaux ont dit accord signé. Ce n'est que le début. Abonnez-vous. 60 jours de compte à rebours. On les suit ensemble. Je suis le correspondant Robert. L'actualité, on la décrypte ensemble. À très bientôt.